Draft 2024. Ouh là là, bouh, il y en a qui n'ont pas fait ce qu'il fallait là, je pense. Hein. Ouh là là. Les hot takes désastreuses. Les hot takes C'est la désastreuses. plus dure celle-là. Bienvenue dans l'apéro où on peut dire des dingueries qui sont pas du tout confirmées 6 mois plus tard. C'est ça. Et encore, comme on le disait hier, là, quand on faisait les petits débriefs à chaud de nos techs de merde avec Simon, je constate que finalement, moi, je me trompe plus souvent sur quand il s'agit de dire du bien que quand il s'agit de dire du mal. Quand il s'agit de cracher du venin, je suis meilleur. Je suis plus pertinent. Des fans entiers sont en PLS et se disent non, Alex, non. sur qui il va tomber? Il nous avait annoncé James Bouknight. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'était facile. Hein. Ça, c'était facile. Ça, on me la ressort souvent, mais c'est facile. Celle-là, il n'y avait pas besoin de la voir. Allez, nettoyez vos lunettes, les frères. Ouais, c'est clair. Franchement, là. Ah, c'était tout vu. C'est marqué sur son C'est front. un trou noir, le type. Exactement. Ce qui est sûr et certain, c'est que les Hornets, on en reparlera dans quelques minutes. Mais, avant ça, on rappelle que ce soir, il y a le second tour de draft, qu'il y a une autre vidéo qui a été faite en plus positive. Attention au wording notamment. On n'est pas en train de dire que ce sont les plus gros fails et les grosses défaites de cette draft 2024. C'est on est un peu moins fan, on a un peu moins aimé. On a un peu plus de scepticisme. C'est ça, tout à fait. C'est un petit peu du wording. À voir, interrogation, déception, fit, bof, potentiel, on n'est pas sûr. Juste ressenti, quoi. Ouais. Les ressentis, évidemment. Donc, je vous remets le gros tableau puisque je rappelle que le premier tour de la draft 2024 a été magnifiquement géré par Adam Silver, qu'on aura le second tour ce jeudi soir à partir de 22h. Que va-t-il se passer avec les franchises NBA, avec Bronny James, avec Melvin Aginsa et compagnie. Je vous attends, vous aussi, dans les commentaires pour nous dire vos takes les plus folles sur ce premier tour de la draft. Alex, de qui tu as envie de parler là, sur le côté un petit peu grimace? Grimace, premier truc qui m'est venu à l'esprit là ce matin, après ma grosse nuit en préparant cette vidéo, c'est que j'adore Ron Holland. Et sur le coup, j'étais là genre ouais bien, les Pistons avaient besoin d'un ailier et tout. Avec un tout petit peu de recul, peu encore, hein, je suis pas si fan de ce choix de draft finalement. Dans le sens bien du choix où... et pas du joueur. Hein. Ouais, non, du joueur, j'adore le joueur. Je pense que le projet Pistons avait besoin de talent et ils ont dû juger que c'était le talent le meilleur à ce moment-là de la draft. Et je comprends du coup 100%. Ça, j'entends. En revanche, Ron Holland qui va devoir se développer dans une équipe au spacing douteux, et je pèse mes mots. C'est-à-dire que Cade Cunningham, Jaden Ivey, Jalen Duren, Osar Thompson, voilà. Et donc, j'aurais préféré, quitte à prendre un ailier, que les Pistons jettent leur dévolu sur un ailier un peu plus à l'aise dans le périmètre. C'est pas que Ron Holland ne peut pas mettre des tirs, hein. Ron Holland peut mettre des tirs, mais Ron Holland, idéalement, pour bien qu'il se développe et qu'il donne la pleine mesure de tout son potentiel, je pense qu'il a besoin d'un spacing autour de lui pour qu'il y ait de l'espace, qu'il puisse aller défier des types physiquement, qu'il puisse apporter sa densité et tout ça. Là, je suis pas sûr que ça va être le cas. J'ai un petit peu peur que le développement de Ron Holland soit un peu freiné en mode bah ouais, mais le problème c'est qu'il touche pas souvent le ballon, et puis Jaden Ivey et lui sont un peu sur les mêmes zones, et puis Osar Thompson bah il space pas, du coup c'est compliqué, et il y a Jalen Duren dans la raquette. Quand il n'y a pas de Jalen Duren, il y a Isaiah Stewart, je sais qu'il shoot un peu de plus en plus, mais enfin quand même ça reste un costaud qui a besoin de jouer pas trop loin du cercle et tout. Donc en fait le fit me plaît pas. Voilà. Non mais je comprends. Le fit me plaît pas au final. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont été un petit peu pris par surprise. D'ailleurs, pour aller dans ton sens par rapport à ce que tu avais fait dans la mock draft, tu as mis Cody Williams, si je ne dis pas de bêtises, en 5 à Détroit. Un peu plus dans pour le coup, le fit m'aurait beaucoup plus plu. Tout à fait. Alors, à titre perso sur Ron Holland, évidemment très fan du joueur. Certains l'ont vu, j'avais même mis l'étiquette pépite coup de cœur de cette draft 2024. En fait, je suis d'accord sur toute la lignée et ce que tu viens de dire, mais le mec que je vais mettre, c'est... faut prendre le contexte en considération, c'est que Détroit vient de donner les clés à un nouveau management, et donc premier vrai choix de ton management, le profil auquel tu crois le plus en fait. Et le profil de Ron Holland, c'est que si ça se trouve, par rapport à l'effectif actuel, c'est pas le fit idéal, mais en fait, j'ai envie de dire, excusez-moi les Pistons, il n'y a pas d'effectif actuel, il n'y a pas de fit idéal. Là, ce qu'il faut, c'est savoir quels peuvent être les building blocks de cette franchise. Voilà.
Et là-dedans, bah, on va voir pour Ivy, on va voir pour Ossar. Ah oui, il y a des choses positives. On va voir pour Ron Holland du coup aussi. Et on va voir pour Ron Holland. Mais en fait, peut-être que c'est encore des cannes à pêche qui sont balancés à droite à gauche et que si Ron Holland, il devient vraiment exceptionnel, comme je pense il peut l'être, et ben du coup, c'est avec lui qu'on verra les autres copains avec qui il aura du spacing. Et d'ailleurs, nos amis les Pistons, pour celles et ceux qui n'ont pas vu l'info, ils ont récupéré monsieur Fred Vinson, l'assistant des Pélicans, qui est le shooting gourou là, qui a révolutionné un paquet de mecs. Et donc peut-être aussi qu'il va y avoir des effets de ce shooting staff qui va aider au spacing global des Pistons. Mais c'est vrai qu'on a été surpris de le voir en 5, pas contre le joueur, mais sur le fit, je dirais, en fait c'est au 26 juin on a été surpris, quoi. Ouais. J'attends de voir, mais c'est pas le truc qui m'a le plus plu. Voilà. Je comprends. Qu'est-ce que t'as à critiquer? On en parle ou pas alors? Bah du coup oui. On en parle quand même. On y va. C'est quoi ce je bordel? pourrais le garder en 3. Alors, c'est quoi ce bordel? Bon. Vous regardez le tableau, et oui, en effet, à la base, il devait avoir les Spurs en 8. Et donc, les Spurs, on a vu un trade. On a commenté d'abord le pic de Stephen Castle, et après, on s'est dit, hey, Spurs on the clock, ils sont en 8. Et puis, on a vu un trade. C'était bizarre en plus la manière dont c'était amené. C'était le Woj qui nous disait il y a un trade entre Minnesota et San Antonio, donc on était là genre sur les fiches de salaire, Kyle Anderson, etc. Puis on a vu que il y a 2 pics de draft qui vont tomber, je crois, ou 1 ou 2, en tout cas un swap et un certain, je crois, en 2031. Et donc San Antonio n'utilise pas ce pick 8, ne récupère même pas la possibilité d'avoir un autre joueur en fin de premier tour, et donc se retrouve avec un pick qui est dans 10 000 ans, enfin ressenti dans 10 000 ans puisque c'est dans 7 ans. Il y a beaucoup de gens qui ont été surpris, et moi le premier. Et il y a plein de gens encore le lendemain matin qui sont sur le cul. Ça s'est un peu atténué, moi pareil au réveil, tu vois, pour des raisons simples. La première, c'est que s'ils n'ont pas de coup de cœur sur d'autres joueurs, il y a un moment, ça sert à rien de drafter des mecs. T'as pensé à ma théorie que j'ai balancée à chaud, hein, ouais. Que potentiellement c'est aussi des assets pour un trade qui pourrait arriver bientôt. Et alors, soit c'est bientôt. Tu vois, bientôt, hein, parce qu'avec Wemby et Stephen Castle, t'as plus de temps à perdre. Là. Soit c'est bientôt, tout à fait. Soit il y a aussi une situation qu'on peut entendre et que moi j'ai observé et je trouve, et j'en ai parlé avec certains copains des Spurs qui peut avoir du sens, c'est que là, la Wemby, il y a Stephen Castle, ils vont avoir de l'argent à la free agency, ils vont dépenser. Quand tu te retrouves dans des situations comme Boston a pu connaître, que tu es en prime de ta franchise, est-ce que tu as dilapidé tous tes assets ou est-ce que tu as un autre qui revienne? C'est-à-dire que Minnesota, je leur souhaite d'avoir des grandes choses. Mais si Wemby se retrouve à 26 ans en NBA et que les Spurs ont le unprotected first pick de Minnesota, là, à ce moment-là, c'est dans longtemps, c'est dur à se projeter, mais là, à ce moment-là, tu as un super asset pour faire les moves qui te font passer champion NBA. Comme des franchises l'ont fait, on a vu Milwaukee avec Jrue Holiday, on a vu Boston avec Jrue Holiday, on a vu d'autres choses. Et donc, c'est difficile parce qu'on est impatient en fait avec Wemby et on a envie que ça se passe tout de suite. Et moi, le premier, je voulais qu'il y ait un pick 8, j'étais là, Dalton Knecht, Cody Williams, on sait pas trop, il peut y avoir même Devin Carter et tout. Mais quand je regarde l'effectif des Spurs actuellement, il y a un niveau de jeunesse qui reste quand même hyper élevé. Et rajouter des jeunes et rajouter des contrats comme ça, qui peuvent être bien, hein, mais parfois peut-être que c'est bien de se dire ok, je vais garder ce poste-là de libre dans l'effectif, parce qu'un contrat rookie, c'est un contrat garanti, donc ça te fait une place en moins. C'est une place. Hein. Et donc c'est une place qui va peut-être être allouée à un vétéran, et du coup... Je travaille différemment. Je souhaite qu'on ressorte cette vidéo, si YouTube existe encore, on touche du bois, en 2030-31. Ouais. Et qu'on dise, putain, ils ont récupéré le pick des Wolves, en fait c'est leur projet, il a explosé en 2029. Les Spurs sont en demi-finale de conférence, et ils ont besoin de faire un gros move, et ils ont associé un joueur avec ce pick-là, et ils ont fait la différence qui leur permet de devenir contender réellement. C'est dans longtemps, c'est un vrai pronostic. Je comprends que les gens soient un petit peu tendus. Toi, ton ressenti global, c'est un peu plus dur, c'est un peu plus merde quand même, ou tu arrives à adhérer à ce que je propose là? Je comprends. Je pense quand même que la draft des Spurs, Stephen Castle en 4, comme tu le sais, moi je suis pas convaincu par Monsieur Château. J'adore. Je pense que 4 c'est un peu haut pour lui. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs avec je pense qu'il y a derrière lui des joueurs plus forts. Je le pense. Après, je peux me tromper. J'étais assez surpris de ne pas voir les Spurs draftés en 8, clairement. Oui, moi aussi. Autant, par contre, je peux comprendre le move. Mais je le comprendrais d'autant mieux si, par exemple, les assets récupérés, là, font partie d'un trade qui te permet d'upgrader la main. Parce que qu'ils ont tradé, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, hein, Keldon Johnson avec des assets et en fait ils ont ramené voilà,
Darius Garland ou un autre meneur. Et du coup, on se dit, ok. Donc Stephen Castle, il va avoir un rôle bien clair, là, il va bien défendre, machin et tout. Vassell et Intel à la main, ça va créer avec Wemby. Et en fait, il y a Sohan, il y a encore quelques jeunes joueurs qui vont travailler. Et avec Popovich, bah, du coup, tu as des Spurs qui sont peut-être pas genre contender et tout, mais qui ont en Wemby un candidat Deepoy et plus si affinité, et qui donc jouent les playoffs en fait, tout de suite. Parce que t'as Wemby, t'as pas le temps. Non, t'as pas du tout le temps, évidemment. Je suis d'accord avec toi. Hein. Ce que j'essayais de comprendre, c'est est-ce que c'est une satisfaction ou une insatisfaction qui est due à un transfert imminent, c'est-à-dire là dans les 3 prochains mois, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut quand même considérer dans l'avenir en se disant attends, ils ont quand même récupéré du pick des Wolves, des picks des Hawks qui sont en train de partir en couille, et donc peut-être qu'il y a un package qui tombera dans un an. Moi, oui, voilà. Tout à fait. Ça se trouve, c'est pas un package TT, c'est un package à la deadline ou dans un an, l'été d'après et tout. Pourquoi pas. Mais moi, les pics dans 7 ans. Non, mais tout à fait. Moi, les pics dans 7 ans, c'est tellement aléatoire la vraie valeur d'un pic pour dans 7 ans. Tu sais pas la cuvée qu'il va y avoir, le pic de l'équipe que tu as, tu sais pas comment elle sera classée. Donc, en fait, ça se trouve, tu as un pic 4, ça se trouve, tu as un pic 24. Donc, tu vois, ça, là, vraiment. Non, pour moi, la valeur d'un pic dans 7 ans n'est absolument pas calculable. Non, bien sûr. Donc c'est dans ce sens-là où je me dis, ok, je comprends les Spurs, je comprends le côté, oui, mais on est jeune et tout machin, mais il y a peut-être un travail et j'espère que si ça se trouve, c'est le cas. Donc je peux pas dire que je sois déçu. Je dis juste que... on a tous un peu tiré la tête, quoi, quand même. Je dis juste que, effectivement, s'il n'y a pas une utilisation évidente de ces assets, on s'en souviendra, on dira putain, c'est quand même dommage. Et on verra d'ailleurs si ces pics des Wolves deviennent aussi des pics 8 ou meilleure valeur, parce que c'est ça aussi, moi, qui m'a intrigué. C'est qu'en fait, si c'était un pic 15 ou 17, bon, pourquoi pas, mais pic 8, c'est belle valeur quand même. Hein. Donc, si ça se trouve, le pic des Wolves en 2031, c'est un pic 26, elle a été content. C'est super, c'est génial. Bah oui, c'est ça. À ce moment-là, tu as quand même pronostiqué sur un truc qui est un peu particulier. Bon, on verra. Dans tous les cas, je veux bien l'avis des fans des Spurs et même des observateurs en général. Quel est ton autre point un petit peu grince des dents? Bah, j'ai les Raptors, mais j'ai même envie de parler du Magic d'abord. En fait, le Magic... Alors, j'aime bien Tristan da Silva. Bon joueur, c'est shooté et tout. Mais ça ramène encore dans l'aile. C'est un poste 3-4 quoi. Et dans l'aile, le Magic est très très bien équipé et je trouve que c'est jamais facile de drafter en 18, il peut se passer tellement de choses avant toi et tout, mais je trouve qu'au moment où ça a été l'heure pour le Magic de pick, il y avait encore de disponibles plusieurs types avec des qualités de création dans le backcourt qui, à mon avis, auraient vraiment pu s'intégrer vite chez le Magic. Et on a vu que c'était un manque. Alors je sais qu'ils ont des jeunes joueurs, ils ont encore Fools, ils ont Anthony Black, ils ont Jalen Suggs et tout. Mais il y a un moment où, à force de pas trop vouloir trancher comme ça dans le backcourt, on risque de se retrouver encore une fois avec une belle régulière machin du Magic et tout, et puis de dire ah bah oui mais bon ils étaient un peu justes dans le backcourt, ils ont pas pu, ils avaient pas le pouvoir de création et tout. Bah prends Isaiah Collier, prends Paris. Par exemple, prends un pari comme ça. Ça ferait pas trop embouteillage avec les autres garçons? Avec qui? Avec les autres guards qui sont. Quel autre guard du Magic a les qualités de création offensive d'Isaiah Collier? Voilà. Sur le papier, ça aurait dû être Jalen Suggs, mais il l'a pas. Il les a pas. En fait, il aurait pu les avoir, mais la franchise a pris une autre direction qui est de donner vraiment la création à leurs alliés. Il te faut un autre créateur dans le backcourt au Magic, on le sait. Donc j'étais un peu déçu. Ou un sniper. Sur le backcourt. J'étais un peu... Voilà, ou au moins un mec qui rentre des gros tirs. Là, c'est... Bon, t'en as pris un qui peut rentrer des gros tirs, mais en fait, il va être sur les postes de Franz Wagner et de Paolo Banchero, que c'est pas... Il va pas non plus avoir des minutes de fou furieux, donc ça sera quand même intéressant de le voir. Et oui, bien sûr, ça va être un bon joueur, hein, c'est pas ce que je dis, mais un peu déçu du choix en termes de fit. J'entends, il va falloir, et après tu nous parleras des Raptors, il va falloir en tout cas qu'il y ait quelqu'un qui fasse home run et au-delà d'un top 10 de draft, parce que autant Franz Wagner et Paolo Banchero, il y en a rien à dire, autant on a hâte, c'est moi le premier, Gérard Dor, que Jet Howard joue la saison prochaine. Mais tu vois, c'est encore un poste d'ailier. Et c'était un poste d'ailier tout à fait, mais avec un magnifique poignet, donc il est censé rentrer dans la rotation l'année prochaine pour shooter à 3 points. Et peut-être que Tristan da Silva va lui aussi faire partie de ce groupe où en fait il faut qu'il y en ait un, il y en ait un au moins qui leur permet quoi, de jouer parfois avec des line-up small ball. Oui. C'est un autre gars qui va être en 5. Non mais c'est sûr, ils vont devoir, pourquoi pas d'ailleurs. Mais je pense que là où ils en étaient et là où en était la draft à ce moment-là,
il y avait peut-être un truc à tenter, un peu plus backcourt. Il est limite plus vieux que les deux autres, non Tristan da Silva, je pense qu'il est plus vieux que Banchero. Plus vieux que Banchero et Ouais. Wagner, hein, je pense. Ouais. Bon, Wagner, je sais pas, mais Banchero, je suis quasiment sûr. Donc bon, T'avais les Raptors pas aussi archi fan. J'avais les Raptors aussi, tu voulais pas, non? Non, vas-y, vas-y. Genre, ouais, les Raptors, Enfin, tu les avais dans le même... pas archi fan non plus. Parce que c'est le même range de draft, de pick, un pick 19, les Raptors. Et puis, on sait que c'est jamais facile, ces picks un peu ventre mou, parce que comme tu dois prévoir énormément de cas de figure, puisque tu peux très difficilement anticiper suffisamment précisément ce qui va se passer avant toi, c'est normal. Ça finit sur Jacoby Walter, un joueur que j'aime bien. Qui a slidé. Hein. Qui a slidé, Il est dans donc le tu top peux 15. te dire ça c'est bien joué et tout. Mais là aussi, je me demande, je sais qu'ils veulent mettre la balle dans les mains de Scottie Barnes et tout. Ils ont drafté Grady Dick l'année dernière. Ils ont drafté Grady Dick pour le shoot l'année dernière. Ouais. Là, ils draftent Jacoby Walter, qui est un type qui va défendre et qui est capable de mettre quelques tirs quand même. Ouais, quand même. Je sais, en fait, ce que je veux dire, c'est que À voir, quoi. Ouais, c'est un peu du à voir. Je suis pas sûr qu'il ait grand chose de spécial. Je sais pas, je trouve pas si ambitieux ce choix. Je me demande s'ils auraient pas dû faire également, eux aussi, un choix plus tranché. C'est-à-dire prendre, finalement, quitte à être là dans le ventre mou d'une draft réputée pas si ouf que ça en termes de niveau, donc tu es déjà au pick 19 d'une draft qui est réputée pas si ouf que ça en termes de niveau, autant prendre des paris. C'est pour ça que dans la vidéo précédente, j'ai parlé du Thunder qui prend le pari Dillon Jones. Ouais, Milwaukee a tenté Reggie Johnson. On va voir Voilà, des Wolves qui ont fait péter un petit Terrence Shannon Jr. et tout. Des joueurs certainement plus high risk, high reward. Ah, Mais je trouve qu'ils ont quoi à risquer en fait, les Raptors? Ils jouent quoi l'année prochaine, les Raptors? Fais-moi péter des joueurs plus polarisés que ça. Je trouve que Jacoby Walter, j'ai l'impression que je connais un peu trop son plafond, mais peut-être que je me trompe. T'as l'impression que c'est une chanson dont on connaît déjà le refrain et t'aimerais qu'il y ait une autre mélodie, quoi. Bah, j'ai l'impression que Jacoby Walter, dans le meilleur des cas, t'as un bon role player. Peut-être. Et que je l'aime bien, hein, et que je vais le kiffer, et que je vais parler de lui en bien, et qu'il va faire des bons matchs, et il y a des matchs où il sera un peu en feu et tout, et on va être là, ouais, c'était pas si con, nanana, tout ça, mais j'ai l'impression que Jacoby Walter, moi quand on a fait les mocks et tout, machin, je l'avais mis plus haut, mais je l'avais comparé à du Okoro ou du Anunoby. Je trouve qu'il y avait Keishon on dit. Encore une fois, je vais remettre Isaiah Collier sur la table. Ou alors carrément, on va prendre Yves Missy. Tu vois ce que je veux dire? Mais prends-moi un truc, un joueur où, oui, tu prends plus de risques, mais potentiellement, le reward autour de Scottie Barnes, il est plus épais. Un peu petit bras, je pense. Bah, j'entends. J'ai l'impression que, en tout cas, je sais pas ce qu'en pensent les gens aussi, c'est... Toronto donne un ressenti aussi de ventre mou et d'incertitude un peu bizarre. C'est-à-dire que on aime bien aussi les pics parfois parce qu'on arrive à les projeter. On arrive à savoir dans quoi ils s'inscrivent. Et c'est ce qui fait qu'on est en attente là par rapport à Grady Dick, comment ça va se passer. Toronto est sur une transition. Il n'y a même pas 6 mois que les mecs ils avaient encore Anunoby et Siakam. Non, mais bien sûr, ça je le comprends. Il y avait Van Fleet. Mais justement, si c'est pas là que tu prends des gros paris, c'est quand? Donc on va voir. Moi j'ai envie en fait j'ai envie d'observer l'été complet. Donc, décision de free agency et Summer League, pour essayer d'avoir un avis, parce que si ça se trouve, dans les décisions qui vont s'empiler, et notamment sur les ailes de Toronto, on va se rendre compte qu'en fait, Jacoby Walter, c'est la révélation, c'est parti, c'est pour lui. Mais au 27 juin, si c'est le cas, je suis d'accord. Au 27 juin, ravalerai sans problème ce que je viens de dire. Eh bien, on verra ce que ça va donner. Moi, il y a un truc, en tout cas, c'est sûr, je ne le ravalerai jamais. Dis-moi. J'ai besoin de parler avec mes amis de Portland. Alors... Donovan Clingan en 7. Comment dire? C'est quoi le sujet? C'est quoi le souci? Alors. À ce point-là? Non, mais en fait, j'essaie de savoir dans quel ordre je fais les choses. Premièrement, lorsque le pic est tombé, Clingan, on se demandait où est-ce qu'il allait tomber dans le top 10. Partie de 1, on l'a vu en 9, on l'avait projeté en 6, en 4, en 5, etc. Il est disponible pour Portland. Tout de suite, quand il y a eu le pic, on s'est dit, mais attends... Du coup, DeAndre Ayton, Robert Williams, il va falloir faire un choix. Parce que c'est un pic quand même assez haut. Et donc, ce que tu souhaites, c'est pas qu'il soit titulaire demain matin, mais c'est quand même qu'il prenne la suite. C'est quand même un pivot qui est titulaire d'une équipe Portland vient de trader pour Avdija. Tout à fait. Besoin en elle un peu moins poussé. On attend de voir ce qui va se passer avec Monsieur Jeremy Grant, tout à fait. Et Toumani Camara. Et Toumani Camara, tout à fait. Mais donc,
poste de pivot pur, il faut prendre des décisions prochainement. Là, je parle encore au 27 juin. Il faut prendre des décisions prochainement sur ton ordre de priorité au poste de pivot. Parce que là, pour le moment, tu as quand même participé à ce trade de DeAndre Ayton et on va voir à quel point il est dans le projet futur. Tu as fait en sorte de récupérer aussi Robert Williams dans le gros trade. Je crois que c'était de Damien Lillard et de Jrue Holiday. C'est dans le trade de Jrue. Tout à fait. C'est avec McCollum qui est blessé, donc du coup ça te fait un autre pivot, mais qui l'année dernière en septembre, lorsqu'il a été récupéré, il y a quand même pas mal de fans de Portland, et je le comprends, qui se disaient, tu sais quoi, si on est incertain par rapport à DeAndre Ayton, on a quand même un super gars qui était le pivot titulaire d'une équipe qui était finaliste NBA en 2022, attention s'il vous plaît, les Boston Celtics. Et donc déjà, il y a un embouteillage qu'il faut régler. Oui. 2, il aurait porté le maillot de Détroit, de Portland, de Michel ou de Saint-Quentin. Moi, le plafond de Donovan Clingan, j'ai des doutes personnels. Je pense que ça peut être un joueur formidable dans un collectif. De là à ce que ce soit dans 10 ans, un des 7 meilleurs joueurs de cette draft, j'ai des doutes. Toi, tu penses qu'au pick 7, ils n'ont pas pris le meilleur talent, le meilleur potentiel. C'est ça que tu es en train de dire un peu. Oui, et puis... Par rapport à ce qui restait, je veux dire, oui, évidemment. En fait, on s'était mis d'accord sur notamment le fait de pouvoir avoir des options sur les forwards. Alors en effet, ils ont pris Avdia, donc il y avait un peu moins ce besoin-là. Donc très bien, on laisse de côté. Ils auraient dû prendre Cody Williams, tu penses? Ou Boutzelis? T'aurais pu avoir soit du Cody Williams. Moi, j'aurais pas été étonné qu'ils aillent prendre d'autres garçons. Peut-être que c'était un peu riche, tout à fait. Mais tu vois, c'est Washington qui s'est récupéré du coup avec leur pick 14, Bob Carrington. Parce qu'il y a eu ce pick-là. En fait, pour le coup, il y a embouteillage aussi. Mais il y a embouteillage, tout à fait. Mais donc, Portland au global a embouteillage. Et là, j'aimerais voir à quel point Donovan Clingan va se développer. Parce que le plafond, c'est un super pivot défensif qui, on l'espère, peut développer un petit peu son shoot parce que tu as envie d'avoir ce format un peu à la Brook Lopez qui peut spacer, et c'est un formidable passeur. Donc là-dessus, ça peut régaler. C'est comme un bon joueur. Mais c'est un très bon joueur de basket. Physique, Je suis pas en train de dire que c'est un futur buzz, je dis juste que là, dans le type de profil que c'est, j'ai hâte de voir comment il va être utilisé, parce que comment ça va se passer du côté de Portland? Est-ce qu'il va végéter en fait sur le banc? Est-ce que tu vas le mettre très tôt sur le terrain pour qu'il pose des bases avec donc la suite, donc plutôt Shaedon Sharpe et Scoot Anderson, si on comprend bien ce qui se passe, parce qu'Anthony Simons va probablement être membre dans un mouvement, ou pas d'ailleurs, ça se trouve Anthony Simons va rester, on va se dire c'est quoi le projet, et tout ça dans les mains de Chauncey Billups. Voilà. Donc le pic de Portland, il y a eu ce move pour Avdia, je comprends, il y a eu le choix de Donovan Clingan, je suis pas certain. Ok, je comprends, moi ça va. Moi, ça va. Moi, ce choix me va. Okay. Je m'attendais un petit peu plus à un ailier, mais du fait du recrutement juste avant de Deni Avdia, je comprends. Et peut-être qu'ils se sont fait sucrer par Tidjane et Ron Holland aussi. Et moi, je pense que je suis un peu plus haut que toi, je pense, sur le potentiel réel de Clingan, par contre. Peut-être. Et peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il est capable de shooter à terme. Et que si c'est le cas, t'ouvres des choses. Tout à fait. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que tu as d'autres petits points? J'en ai un petit dernier vite fait. Parmi les perdants pour moi de ce premier tour, il y a un certain Kyle Filipowski. Projeté premier tour. Hein. Oui. Projeté plutôt 16, 20, 25. Mais premier tour, vraiment. Ouais. Pivot, pivot de Duke, tout à fait, qui sait faire beaucoup de choses sur un terrain de basket, avec un vrai talent offensif, à la passe, au shoot, hyper cérébral, j'adore. Des moves, ça comprend bien le jeu et tout. Et en défense, moi je trouvais des qualités pas si dégueu que ça. Après, il y a toujours des défauts à trouver. Hein. On parle d'un joueur jeune de 20 ans et tout, machin. Mais j'avoue, j'ai été surpris de voir que personne ne le prenne au premier tour, et je pense que du coup il est parmi les perdants de ce premier tour de draft, parce que il n'a pas de contrat garanti. On va voir dans quelle équipe il va arriver, mais ça veut dire qu'aucune des 30 équipes, enfin aucune des équipes qui draftaient parmi les 30 premiers picks n'a eu envie de lui filer un contrat garanti. C'est jamais forcément bon signe. Il y a quand même donc si tu prends la draft dans l'ordre, Alexandre Sarr, c'est un pivot. Donovan Clingan, c'est un pivot. Zach Edey, c'est un pivot. Ensuite Kelly Ware, c'est un pivot, ça m'en fait déjà 4 dans le top 15. Darren Halls. Ensuite, Darren Halls, Yves Missy, c'est un pivot également. C'est tout. Ouais. Donc, tu as quand même 7 pivots, 6 pivots devant lui dans cette draft. Tu sortais ça il y a encore 48 heures, les gens disaient non, quand même, tu t'emballes. T'es d'accord? Donc, pour moi, il fait partie des perdants.
Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il va pas faire de carrière? On va bien voir déjà, on va voir s'il sort au deuxième tour. Je pense quand même qu'au deuxième tour, il y a une équipe qui va le prendre. Est-ce que c'est une équipe qui va le faire jouer? On va voir, il y a plein de problématiques, il y a plein d'incertitudes. Mais ouais, parmi les perdants de ce premier tour, pour moi, il y a Kyle Filipowski parce que le fait qu'il soit pas pris, c'est surprenant. Je suis complètement d'accord. Évidemment, on est sur un nouveau format de draft, hein, donc ça veut dire aussi que là, en termes de lose, hein, désolé, hein, mais Kyle Filipowski, il était en costard avec sa famille assis à une table. Mon poteau, tu reviens le lendemain. Quand t'es pas pris au premier tour, c'est ça que j'avais expliqué notamment sur Twitter. Quand vous n'êtes pas pris par le passé au premier tour, ben vous avez juste à attendre un peu parce que Adam Silver il dit Good night Barclays Center, je laisse la place à Mark Tatum, on met une pub pour Taco Bell et on passe au deuxième tour. C'est ça. Sauf que là mon gars, tu vas aller pioncer, t'es avec ta chérie, t'es avec tes potes, ils ont dit ah t'as été drafté au premier tour. Ah merde, non. Donc c'est vraiment un peu la loose, c'est compliqué. Et d'ailleurs c'est Tatum, ancien de Duke, qui a tweeté là-dessus ce matin et qui a dit beaucoup d'équipes vont regretter être passées sur Flip. Mais c'est possible. C'est possible. Moi, sincèrement, je le mets dans les perdants et c'est pas contre vraiment le joueur, c'est plus je le mets dans les perdants parce que je pense que effectivement, il y a sûrement des joueurs là au premier tour draftés devant lui qui sont moins forts. Ouais, ça je pense aussi, on va se retourner dans 2-3 ans et il va faire la diff. Moi j'ai Tyler Colleg dans ce sens-là, hein, qui je pense n'était pas projeté on aussi. On a parlé de lui à partir du pick 12, on a dit Tyler Colleg et tout, il est jamais sorti le type. Ou de notre poteau de G Ignite là, Jason Tyler. Tyler Smith, pareil qui a pas été pris. Smith, il était plus attendu en fin de premier tour, c'était moins une grosse surprise. Je pense qu'il y en a qui vont arriver avec le couteau entre les dents là, et dire vous êtes trompé, mais ouais, c'est des joueurs qui vont normalement passer un bon moment ce soir, mais pour qui c'était plus compliqué. J'en cale une dernière. Petit dernier pour la route. Je sais pas quand me positionner. Ah. À la fois, il a beaucoup parlé et il a beaucoup pleuré. Matas Bouzelis. Beaucoup parlé, pourquoi? Parce que ça a dit ouais vas-y, moi je sais que Zachary Zaché il veut pas me croiser dans un couloir un peu étroit, je le défonce, etc. Blablabla. Bon ok, vas-y mon gars. J'ai pas envie de dire que c'est karma. Combien d'ailiers qui ont été pris avant toi, mec? Frérot, j'espère que la draft a eu extrêmement tort parce que Zachary Zaché, forward, Tidjane Salin, forward, Ron Holland, forward, Cody Williams, juste forward. J'espère que tu es l'homme que tu penses être parce que là, littéralement, il y a des franchises qui ont fait. On hésite. Ouais, on va pas prendre Matas Bouzelis. Voilà. On a besoin d'un ailier, mais on va pas prendre Matas Bouzelis. Après, formidable pour lui, il est né à Chicago, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas, il est passé par Chicago, donc c'est homecoming, il y a eu beaucoup d'émotions et je lui souhaite de se développer. En positif, eh ben, mine de rien, s'il y a une transition, on touche du bois pour nos amis les Bulls. avoir du temps de jeu. Eh ben, tu sais que sur le poste 4, il y aura peut-être du temps de jeu. Je suis d'accord. Et dans un jeu up-tempo, parce que Josh Giddey à la distribution et Kobe White, ça peut nourrir du forward. Ouais, puis 3-4, tu peux jouer 3 en Bouzelis. Et il va pouvoir avoir peut-être du temps de jeu là-dessus. Mais ça, désolé, hein, c'est malheureusement le running gag de 2024, mais je souhaite à pas grand monde d'être sélectionné par Arthur Ascaris-Ovas en ce moment, quoi. Désolé. Et coaché par Billy Donovan. Et dans cet encadrement vestiaire des Bulls, qui va forcément être chelou. Parce que là, il existe un scénario quand même. Hein. Là, on se marre et tout, et il n'y a jamais eu autant d'espoir. Il y a DeRozan et Lavine, mon pote. Il y a DeRozan et Lavine qui sont là en octobre. Et alors là, Matas Bouzelis, mon gars. Demi-terrain, pas de ballon. Ah, c'est Terrence Jones, hein. Là il n'y a rien à voir. Et mon gars, tu vas jouer 12 minutes avec Tyler Perry et tu vas dire genre bon bah mon gars, désolé là, enfin Dalen Terry, et tu vas devoir te dire bon bah dans 1-2 ans tu vas faire 4 points, 3 rebonds, 1 contre en 12 minutes. Il y a les coachs qui vont dire c'est bien, super, continue comme ça. Attends encore un peu. On va peut-être faire transition. Donc attention. Je souhaite à Matas Bouzelis que ça se passe bien. Je souhaite surtout parmi les perdants. Ouais, et je souhaite surtout que après avoir autant parlé, il nous montre plein de choses sur le parquet. Ferme des bouches, lui, hein. Mais là, la montagne, elle est bien pointue quand même. Parce que là, ça veut dire qu'il va falloir choper du temps de jeu. Et donc à Chicago, là, il y a du mouvement. C'est-à-dire, on parle de DeRozan et Lavine, mais si ça se trouve, Vucevic, lui aussi, il est encore là en octobre. Et c'est encore 12 possessions au poste. Hein. Mais oui. Et en fait, on se pose déjà des questions sur prolongation ou pas de Patrick Williams. Ça envoie quoi comme message? Il y a un scénario dans lequel Patrick Williams il est prolongé. Et donc là, on va dire, attends, que se passe-t-il? Donc voilà, Chicago. Bienvenue à Chicago. Je ne sais pas. Non, voilà. J'avoue, il fait probablement partie des perdants. Et je suis encore une fois pourtant content parce que c'est un cas de Chicago qui retourne à la maison. Donc peut-être que ce sera positif pour lui. Et puis de la défense dans les ailes, Chicago, il aura besoin, tout à fait. On verra tout ce qu'il pourra apporter. Est-ce que vous avez des doutes sur certaines choses? Est-ce qu'il y en a qui vous rendent sceptiques? On a fait à peu près le tour de nos petites interrogations. On verra aussi ce que Rich Shepard donnera à Houston. On en avait parlé un peu en live. On va voir ce que ça peut représenter. Je demande à voir. Moi, j'ai entendu le staff de Houston qui était là en mode non, on
on pouvait pas passer à côté d'une telle qualité de shoot. J'entends cet argument. On va voir. J'entends cet argument. On va voir ce que ça peut donner. Et dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le second tour de la draft, c'est ce jeudi soir à partir de 22h. Toute l'actualité sera retrouvée sur les réseaux sociaux et sur le site de Trash Talk. On vous remercie, copains et copines qui étaient là pour le premier tour en live. Et on vous fait des bisous. À la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.